Bienvenue à l'apéro sexo. Mais bienvenue, c'est l'apéro sexo épisode 0 et je te remercie de prendre un petit peu de temps pour faire connaissance. En effet, cet épisode est spécialement destiné pour que je me présente et pour que tu apprennes un peu quelle est ma couleur, ma tonalité, ma philosophie, quoique la philosophie sera plutôt, et ma façon de travailler sera plutôt lors du prochain épisode. Donc là, j'espère que tu es bien installé. Alors que tu sois dans ton bain, dans ta voiture, les transports en commun ou en train de faire du sport, je te propose de passer un petit moment ensemble pour te raconter mon parcours surtout de formation et professionnel. Et comme ça, tu comprendras peut-être un peu mieux comment je suis arrivée à devenir sexologue et comment se fait-il que tu m'écoutes aujourd'hui sur un podcast. J'espère que tu pourras suivre un petit peu ce cheminement que même moi, des fois, j'ai du mal à comprendre. Donc, la petite histoire va commencer en 1976 et 77-78. J'avais 10, 11, 12 ans. Donc, pour les petits curieux, je vous laisse calculer. Ça, c'est ma petite coquetterie à moi. Et donc, à cette époque-là, j'ai eu un prof, un maître d'école incroyable qui s'appelle Jean-Marc Hall et qui vit encore d'ailleurs, que j'ai eu le plaisir de recroiser à plusieurs reprises. Et à cette époque-là, pour ceux qui n'étaient pas nés, c'était la période post-68, donc il y avait une toute nouvelle vague d'enseignants. Des enseignants qui utilisaient la méthode active, par exemple, celle de Claparède, de Ferrière, de Célestin Freinet, enfin voilà. Et du coup, lui, il était très 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 innovant et en fait, il nous proposait des activités, des modes de fonctionnement, d'apprentissage pédagogique incroyables. Et c'est vrai qu'il m'a marqué et je pense que si je suis celle que je suis aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui parce qu'il m'a appris à évaluer sans juger, à avoir toujours mon libre arbitre et ma liberté de penser. Ça, c'est quelque chose qui me poursuit encore aujourd'hui et j'essaye toujours de ne pas rester dans le conformisme de ce qu'on nous impose socialement ou religieusement, mais d'avoir toujours ma propre opinion avec mes propres valeurs et ça, je pense que ça vient de là. Donc, pour la petite histoire, à cette période-là, on se retrouvait parfois avec des vessies de porc pleines d'eau qui se suspendues au plafond pour se déformer. Après, elles séchaient et on en faisait des djembés pour nos spectacles de fin d'année. Des spectacles qu'on avait écrits nous-mêmes, où on jouait nous-mêmes, enfin bref, des trucs incroyables. On était aussi invités tous les matins à créer des poèmes plus ou moins réussis, mais peu importe, lui, son credo, c'était de vraiment qu'on aille chercher régulièrement dans notre imagination et il nous obligeait un petit peu à être dans la création, bonne ou mauvaise, mais en tout cas de stimuler cette créativité qui est en nous, que ce soit dans notre nature ou pas. Il y avait aussi un autre truc extraordinaire, enfin pour moi, c'était que tous les matins, on commençait par une musique. Alors, bonjour la musique, ça pouvait aller du hard rock au folklore breton, qu'est-ce que je pourrais vous dire classique, au punk, aux musique africaine, enfin peu importe. Mais après chaque musique, on était invité à dire ce que on en pensait. Alors pas dire j'aime pas, mais pourquoi j'aime pas. Et chacun d'entre nous devait se positionner par rapport à ce qu'on avait entendu, ce qui nous obligeait à avoir une critique constructive. Et être plutôt dans l'analyse du ressenti plutôt que dans l'expression de voilà berk ou ah génial, voilà. Mais en fait, après toutes ces années,
Mon vrai rêve, c'était de devenir esthéticienne. Donc, bon, curieusement, ou pas, ma maman n'était absolument pas pour. Alors pourquoi déjà parce qu'il y a apparemment des préjugés sur pas seulement les blondes, mais aussi les esthéticiennes qui sont pas fut-fut, qui auront mal au dos, qui ne gagnent pas bien sa vie, etc., etc. Donc j'étais beaucoup trop intelligente pour être esthéticienne et voilà. Donc j'avais aucun avenir et donc il fallait que je fasse un vrai métier sérieux et digne de ce nom qui rapporte et qui est socialement vendable. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on habite en Suisse et à Genève, on fait employé de banque. Voilà, CFC d'employé de banque. Inutile de te dire que c'était hyper compliqué, hein, donc je m'ennuyais comme un rat mort et dès que j'ai pu, qu'est-ce que j'ai fait? Je te le demande, j'ai refait un CFC, donc une formation professionnelle d'esthéticienne et j'ai ouvert mon premier institut de beauté. Mais en fait, pourquoi est-ce que je voulais être esthéticienne? Hein? Pourquoi? Eh bien, en fait, ce que je rêvais, c'est de rendre les femmes belles. Belles, bien dans leur peau, épanouies et sûres d'elles. Voilà, ça c'était mon grand truc. Grâce à moi, grâce à l'esthéticienne que j'étais, que j'allais devenir, j'allais enfin pouvoir révéler tout le potentiel de toutes ces femmes qui s'ignorent et qui ne le savent pas encore qu'elles sont belles, géniales et incroyables. Donc, ok, j'ai fait mon apprentissage, j'ai ouvert mon institut et comme c'est étrange, encore raté, les femmes qui sortaient de mon institut, elles se sentaient ni belles, ni sublimes, ni bien dans leur peau, ni quoi que ce soit d'autre. Hein. Donc, c'était pas vraiment une réussite. Mon objectif, oui, effectivement, je l'avais bien réussi, mais je trouvais que, franchement, vu ce que j'entendais quand elles étaient couchées sur la table, franchement, c'était un peu décevant. Je me sentais un peu démunie. Alors déjà démunie par rapport à leur morale, leur estime d'elles, leur vision d'elles-mêmes. Hein. Et quand elles ressortaient, j'ose même pas te dire, la coiffure, les marques rouges, parce que je leur avais percé des boutons, parce que je leur avais arraché des poils. Enfin bref, une horreur. Donc pire qu'avant, quoi. Elles ressortaient, je veux pas dire déformées, mais je savais qu'elles allaient reprendre forme. Mais quoi qu'il en soit, je trouvais pas trop, efficace comme technique pour valoriser la femme et en tout cas ce qu'elle pensait d'elle-même. Mais je lâchais rien, bien entendu. Hein. Donc j'ai fait tout à fond, je me suis investie, j'ai fait plein de cours de spécialisation, je me suis inscrite à l'association Suisse esthéticienne, j'en suis même devenue présidente, je suis devenue experte pour les apprentis, enfin voilà, plus c'était compliqué de faire plus, mais en même temps le résultat, toujours pareil, hein, je trouvais que c'était pas exactement ce que j'avais projeté. Et un jour, miracle, je découvre le relooking. Qu'est-ce que c'est le relooking? Donc avant, c'était vraiment destiné aux stars, aux personnalités politiques, etc., etc. Et c'était en train de de se démocratiser. Donc on proposait aux gens d'étudier leur couleur de peau, de yeux, de cheveux et de leur conseiller les couleurs d'habits qui les valorisaient, les formes d'habits aussi, les coiffures, les maquillages, etc. Et tout ça par rapport à leur morphologie, leur couleur de peau, etc. Bon, très bien, mais quand je voyais les résultats, je me disais, il y a quand même un petit souci là. Il y avait vraiment des projections par rapport aux conseillères au mini-image qui faisaient du relooking, c'est-à-dire que elles rendaient le ou la cliente comme elles imaginaient,
sans tenir compte de la personnalité du client. Et là, ça, moi, comme j'aime pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse, c'était pas tellement envisageable. Donc, moi, déguiser les gens ou les accompagner dans un truc qui tiendra pas parce que soit... si je lui dis par exemple, oui, mais vous avez un tellement beau décolleté, machin, tout ça, ok, mais bon, sa religion, son mari, sa pudeur, ses complexes ne lui permettent pas de le faire et qu'elle va être encore plus malheureuse en ayant un décolleté que sans décolleté. Ouais, je suis pas très convaincue de ce système. Donc, voilà, j'ai laissé de tomber un petit peu ce projet. Jusqu'au jour où j'ai découvert le coaching en images. Et oui, et là, bingo. Là, du coup, j'y ai cru. Là, j'ai dit, là, je vais vraiment sublimer toutes les femmes et elles vont être radieuses parce que je vais non seulement leur proposer des tenues, des couleurs, des maquillages, ainsi qu'aux hommes aussi, mais en plus, je vais respecter leur personnalité, leurs besoins, leurs limites, leurs peurs. Je vais les pousser à aller au-delà, tout en les respectant, tout en les sublimant. Donc j'étais hyper contente. J'avais trouvé la solution. Je savais ce qu'il fallait faire. Enfin, Eureka! Mais bon, qu'est-ce qu'elle fait, le gars? Elle se met dans l'association, elle fait tous les cours possibles, imaginables, elle se spécialise. Et qu'est-ce que je fais? J'ouvre carrément une école, une école de coach en images, parce qu'il n'y en avait pas en Suisse. Moi, j'avais dû aller à Paris pour me former. Et donc, j'ai créé la première école de coaching en images où on allie le coaching avec le relooking pour faire ça. Et j'ai formé pendant 13 ans, je crois, oui, des futurs coachs en images. Donc ça, c'était génial parce que, en fait, j'avais l'impression de semer des petites graines et que chacune de mes élèves qui allait devenir coach en images allait avec leur clientèle, justement, les faire se sentir mieux, les faire être bien dans leur peau, avoir une estime d'elle-même, etc., blablabla. Mais encore raté. C'est pas comme ça exactement que ça s'est passé. Mais pas grave, je vais trouver la solution. Je prends des cours de non-verbal, de paraverbal, de communication, de position, enfin bref, tout ce que j'ai trouvé. Et bon, comment dire, toujours les mêmes soucis, soucis d'estime de soi, les mêmes soucis de séduction, du regard de l'autre. Et chaque fois, ça venait un peu plus, comment dire, intime. Mes clientes et même les élèves que j'avais me relataient les problématiques de complexe, de séduction, de regard de l'autre, l'estime de soi toujours et encore. Et surtout, la sexualité, comment se plaire, comment donner du plaisir, comment recevoir. Et là, grand moment de solitude parce que là, mes études, j'avais pas vraiment les outils. Donc, même pas grave, je vais trouver les solutions. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, je continue à me former, à m'informer, à trouver de nouvelles formations, dont la thérapie narrative. Je rencontre un homme extraordinaire qui s'appelle Rodolphe Soulignac, un pionnier. Un pionnier dans la thérapie narrative, donc pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus, je les invite à regarder sur mon site et peut-être que je développerai aussi lors du prochain podcast. Mais voilà, c'est un homme un sexologue, qui utilise la thérapie narrative dans ses thérapies et qui l'enseigne. Donc j'ai suivi évidemment sa formation avec
beaucoup de plaisir et franchement, c'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi parce que c'était une autre façon d'aborder les problèmes, entre guillemets, sans que la personne soit le problème. C'est-à-dire que, voilà, on considère que la personne est l'expert et a la solution et que nous, on est plutôt des outils qui lui permettons de trouver ses propres solutions et que, voilà, grâce au verbal, grâce à la narration, grâce à comment il va raconter sa propre histoire, et ça ira mieux. Donc voilà, encore une formation et encore un investissement dans une association et là il y a à peu près 10 ans, j'avais ouvert le boudoir d'Elga. Donc le boudoir d'Elga était tout un process pour faire du coaching sexuel. Mais alors là, très très mauvaise idée, le coaching sexuel. Parce qu'alors, pour être comprise, point de vue marketing, non, mauvais plan. Coaching sexuel, les gens entendent tout à fait autre chose. Donc, j'avais des invitations plutôt particulières. Communiquer, faire de la pub avec ça, c'est juste mission impossible, sans parler qu'on passe sur les spams, puisque voilà, coach sexuel, etc. Bref, en résumé, mauvais plan. Coach sexuel, on oublie. Et j'utilise maintenant le terme de sexologue plus particulièrement. Même si je ne me considère pas sexologue qui s'occupe des problèmes sexuels. Donc j'ai plutôt vocation à trouver des solutions et à proposer des façons de voir, à écouter et à transformer une sexualité un peu frustrante ou dormante ou autre à des sexualités joyeuses et épanouies. Voilà, c'est plutôt ça mon créneau. Et pour le faire, évidemment, parce que moi j'ai toujours eu ce fameux complexe de comment ils appellent ça, le complexe de l'imposteur. Donc pour être vraiment validée, j'ai fait mon brevet de formateur pour adultes à un âge très avancé. Mais peu importe, maintenant j'ai un brevet, je suis très fière de ça. J'ai fait des rencontres extraordinaires avec formation.ch, que ce soit avec François ou Eric. Un duo de choc pour une formation incroyable qui m'a vraiment fait rappeler de nouveau mes 10 ans. Donc la boucle était bouclée. Et maintenant, qu'est-ce que je fais ? Je fais plein de choses pour promouvoir le plaisir, promouvoir l'harmonie dans les couples. Parce que mon grand constat et ma grande sidération, parce que j'essaie toujours que les gens soient bien dans leur peau, qu'ils se sentent beaux, qu'ils se sentent sublimés, voilà, enfin tout ça. Mais sexuellement, c'est pas évident non plus. Donc, ce qui m'attriste souvent, c'est que les gens vont trouver à l'extérieur leur sexualité alors qu'ils sont extrêmement amoureux de leur partenaire, leur femme, leur conjointe, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et alors, je me suis posé beaucoup de questions, parce que ça, c'est un peu mon credo, d'essayer de comprendre, parce que, petite dédicace à quelqu'un qui se reconnaîtra, pourquoi je veux toujours comprendre, mais pourquoi ? Parce que si je ne comprends pas, je ne trouve pas de solution. Et voilà. Donc, j'essaye de comprendre et de trouver des solutions, ce qui m'a permis d'avoir plusieurs théories que je vais partager avec toi, si tu le veux bien. Donc, lors du prochain podcast, je ferai part de ma philosophie par rapport à la sexualité et par rapport à mes métaphores, par rapport à la thérapie narrative, etc., etc. J'espère que grâce à ce podcast, tu en sais un peu plus sur moi et que ça t'a donné envie d'en connaître davantage, en tout cas sur mes théories,
et sur mes projets. Donc, je t'embrasse et j'espère à bientôt.